laissez-moi vous parler d'une histoire, celle de Robert Louis Stevenson, un célèbre écrivain écossais qui en septembre 1878 entreprit la traversée des campagnes françaises du Velay aux Cévennes. Et c'est à pied avec son âne Modestine que l'écrivain partit à la rencontre des habitants qui peuplent ces contrées. Ainsi, il rallia le Monastier-sur-Gazeille à Saint-Jean-du-Gard, ce qui, bien des années plus tard, donna naissance au célèbre GR70, le chemin de Stevenson. Touché par l'histoire singulière et profondément humaniste de cet homme, c'est sur ses pas que j'ai décidé de marcher. Du Puy-en-Velay à Saint-Jean-du-Gard, je suis parti à la découverte de la diversité des paysages de 4 territoires du sud du Massif central. En commençant par le Velay, le Gévaudan, puis le Mont-Lozère, pour finir par les Cévennes. Ces 250 km à pied, à travers ces différents territoires, m'ont également permis d'aller à la rencontre de belles personnes, passionnées par ce chemin, par l'auteur et par sa vie d'écrivain voyageur. C'est ainsi, au printemps, que je suis parti marcher, fidèle à moi-même, à mon style de vie, à mon amour profond pour la nature. J'ai laissé mes pas fouler cette terre généreuse, mais les affres de l'hiver se sont fait ressentir par un ciel peu clément, dont les derniers assauts de l'hiver ont rendu les kilomètres et les bivouacs quotidiens difficiles, sous la pluie, le vent, le soleil, l'orage et même la neige. Mais c'est à travers ces difficultés et le dépouillement dont je fais parfois preuve que le mot pèlerin prend tout son sens. Le pèlerin est celui qui se dépouille du superflu, il se pèle et enlève ses couches. Bon, c'est clairement pas le meilleur moment de la journée, mais ça fait du bien. Bon matin, ça remet les idées en place tout ça. C'est lors d'une délicieuse matinée, sous un soleil fraîchement levé, que je débute mon chemin au Puy-en-Velay. C'est une ville chargée d'histoire, un véritable carrefour à la croisée des chemins de nombreux sentiers de randonnée, dont le plus célèbre, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me perds dans la ville, étourdi par les nombreuses échoppes des rues commerçantes, fréquentées par une foule, attisée par le soleil clément et les douces températures. Je ressens son effervescence. Bien que très modeste, je n'en suis pas moins mal à l'aise. Et très vite, je laisse derrière moi son architecture ordonnée, aux lignes rectilignes, pour retrouver la quiétude de la campagne. Et la nature, celle que je chéris tant. Car c'est bien elle qui berce la plupart de mes nuits, depuis que je suis parti en voyage, et que j'ai acquis ma liberté il y a 14 ans. Ici, on a Michel Lebris qui, en fait, résume l'activité de Robert Louis Stevenson en l'appelant le travel writing. Travel writing, c'est une posture qu'on aimerait rappeler aujourd'hui, au moment où, dans la consommation des biens, le voyage devient démocratisé et en tout cas pratiqué par des gens qui ne l'ont jamais exercé. Enfin, c'est un peu nouveau. Et aujourd'hui, on a besoin de rappeler le message essentiel de cette démarche, du voyage et de la rencontre en fait, d'un autre territoire, c'est apprendre à se déplacer. Et donc, Robert Louis Stevenson est vraiment un bon allié pour s'inspirer de la façon dont on s'intéresse à l'autre, à la différence culturelle, à la différence de mode de vie. Et c'est concentré dans cette simple expression du travel writing. Michel Lebris, il a introduit en fait la rencontre avec l'auteur en disant que cette conférence s'appelait le dehors guéri. Si on veut aller un peu plus loin dans le concept de redéfinir sa vie ou se redéfinir dans la vie, c'est d'aller un peu en dehors de sa zone de confort ou en dehors de son chez-soi et d'aller à la rencontre de l'autre. C'est cette conférence, le dehors guéri, où on apprend que Robert Louis, à chaque fois que ça s'est compliqué dans son existence, il est parti à l'aventure d'un ailleurs pour justement sortir de sa simple considération de lui-même et s'adapter à l'autre, à autrui. Il a révélé par l'épreuve du monde et de l'autre.
Le dehors guéri, l'amorce d'une conception nouvelle du récit de voyage. Et aujourd'hui, au bout des 30 ans de l'association sur le chemin de Stevenson, nous avons à rappeler ce dénominateur commun de la capacité à aller s'adapter à l'autre et à arriver gentiment chez l'autre pour considérer déjà son environnement et faire et composer avec lui son séjour et la façon de s'adapter à cet environnement. Je passe le monastier sur Gazeille, une étape importante, iconique, du chemin de Stevenson. Et puis, en direction du boucher Saint-Nicolas, je traverse la Loire, à Goudet, un magnifique petit village qui borde la rivière, surplombé par un château. En passant le petit village historique de Pradelles, je me dirige vers le Gévaudan, qui débute à Langogne. C'est une terre de mystère et de légende. Les espaces sont beaucoup plus boisés ici. Je trouve de belles forêts, clairsemées de parcelles agricoles. Et l'atmosphère nuageuse et pluvieuse qui vient envelopper les environs rend cet espace encore plus mystérieux. Même si désormais la pluie est quotidienne, je ne manque pas certains panoramas, enjolivés par le contraste apporté par la brume. Et puis me voilà arrivé sur le territoire de la bête, une bête qui terrorisa toute une époque, en dévorant femmes et enfants sur son chemin. La bête fut tuée, mais sa présence perdure dans l'esprit des gens à travers l'histoire. Et puis me voilà arrivé aux portes du Mont Lozère. Je pensais profiter d'une petite accalmie pour en apprécier la vue, mais ce fut sous la neige que j'ai passé ce passage mythique du chemin. Je commence à en avoir très sérieusement marre de cette pluie. Tous les jours il pleut, c'est méga chiant. Je vais trouver un petit endroit pour camper. Je crois que je vais camper là parce qu'il y a un petit ruisseau tout pourri à côté, comme ça je vais pouvoir me laver. Là je suis trempé, j'ai pris la neige là-haut avec la pluie dans la redescente. Je suis complètement trempé, j'ai les chaussures, c'est des vieilles épaves. Et tous les jours c'est la pluie. Ça commence à devenir chiant. Bon allez, on va se laver, faire à manger et c'est bon. Le pont de Montvert, encore une étape historique et incontournable du chemin, car c'est ici que débuta la guerre des Camisards, par l'assassinat de l'abbé du Chéla, une guerre qui opposa protestants et catholiques pendant 2 ans. Cette maison, c'est une maison de famille et donc j'entendais parler beaucoup de la guerre des Camisards et puis tout d'un coup j'ai réussi à faire le lien entre Stevenson et la guerre des Camisards. C'est-à-dire que Stevenson a parlé de la guerre des Camisards, cet épisode de l'histoire de France que les Français ne connaissent pas très bien. Donc ça m'a amusé de voir que c'était un Écossais qui venait avec son âne dans cette région
pour parler des Camisards. Vous avez mis combien de temps à faire ce livre? Quand on colle tous les morceaux, à peu près 4 ans. 4 ans. Entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser, à lire les choses qui concernaient ce livre, le roman de Stevenson, mais aussi l'histoire sur la guerre des Camisards. À partir du moment où je me suis documenté, ouais, on peut dire 4 ans de travail un peu décousu, mais le dessin, l'ancrage, la mise en couleur, tout ça, ça fait des étapes. Je suis désormais arrivé dans les Cévennes. Cela se fait sentir par la végétation en fleurs en ce début de printemps, car ici le temps est plus favorable, et les vallées plus encaissées sont un signe que peu à peu je me rapproche de la fin du chemin de Stevenson. Ici, pour rencontrer l'auteur, on a travaillé avec Michel Lebris sur le découpage de tranches de vie. On le voit dans sa relation avec sa maman, dont il a hérité de la santé déplorable, et en tout cas de l'emphysème pulmonaire dont elle était victime. Et puis ensuite, on le voit au contact avec son père, qui lui est ingénieur constructeur de phares, d'une longue lignée d'ingénieurs constructeurs de phares. Robert Louis va assister son père sur ces... Il réalise qu'il ne peut pas s'engager pour cette voie de constructeur de phares parce qu'il n'a pas la santé. Et d'autre part, on apprend un peu plus tard qu'il est toujours du côté des gens oppressés et opprimés. Et donc, le constructeur de phares évite au bateau de s'échouer sur la côte. Mais Robert Louis, lui, il est plutôt du côté des gens qui attendent que les bateaux s'échouent pour récolter les provisions de soieries, de tabac, d'épices qui arrivent en fait dans ces bateaux et avec les corsaires. Donc voilà, c'est antinomique pour lui, donc il veut dès le départ imposer sa vocation d'écrivain. Il ose annoncer à son père qu'il ne sera pas constructeur de phares, mais qu'il a une vocation d'écrivain. Donc son père le menace de lui couper les vivres, et puisqu'il se destine à une vocation d'artiste, enfin de bohème, eh bien ça lui donne effectivement l'occasion de confirmer son orientation, et il répond en fait à cette attraction qui était partagée dans les années 1875-79, la fin du 19e siècle avec le développement urbain et la frénésie du monde moderne de production et du capitalisme qui s'emballe, et les artistes qui souffrent en fait de cette précipitation et qui se définissent en dehors de cette orientation. On voit aussi la femme dont il vient de tomber amoureux, il tombait éperdument amoureux de Fanny Osborne, et tous deux, ici on voit qu'elle fait le portrait de Robert Louis. 1879, un message de Fanny arrive en 1879. À l'insu de ses parents, Stevenson embarque le 7 août pour les États-Unis sur la Dévonia. Voilà ce bateau sur lequel il va prendre la direction des États-Unis, parce qu'en fait, Fanny a retrouvé son mari et elle a réussi à divorcer de lui. Elle a fait signe à Robert Louis qu'il peut venir la rejoindre. Sans ressources, délaissé par ses amis et sa famille qui désapprouvent son départ, Stevenson va vivre 9 mois de misère, de maladie et d'angoisse avant de pouvoir épouser Fanny en 1880. Mais bon, il doit partir et aller en fait vers les îles où en fait au niveau respiratoire il pourra subsister. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à aller à Hawaï, les îles Marquises d'abord. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand il arrive dans ces îles, en fait il rencontre les dignitaires locaux. Ici c'est le roi de Hawaï,
Et il envoie un message à la reine d'Angleterre en disant « On m'avait dit que j'allais aller chez les coupeurs de tête, etc. » Et en fait, j'ai été reçue dans la plus grande dignité, la plus grande élégance. Donc la reine d'Angleterre, Miss Victoria, lui dit « Bien soit, devenez mon correspondant. » Et en fait, il prend fait et cause pour les indigènes et il va les faire respecter par la couronne d'Angleterre. Et il finit sa vie par une congestion cérébrale à 44 ans. Et il est enterré la nuit même avec l'ouverture d'un chemin pour aller à la cime de la montagne qui est derrière chez eux. Et il est idolâtré. C'est Tusitala, le conteur d'histoire, qui est enterré avec voilà, le grand respect et la mémoire qui court sur le souvenir qu'il a laissé de lui à travers tous ces séjours en fait, et toutes ces rencontres. Et puis en repartant de ma rencontre avec Anne, c'était une fin d'après-midi, une belle journée baignée par le soleil. Je traversais la forêt et puis j'ai entendu un bruit. Et j'ai regardé et c'est là que je l'ai vu. Je crois que je viens de voir un loup. Waouh, je suis choqué. Waouh, c'est juste impressionnant quoi. Man, j'ai vu un loup quoi. Wow. Et ensuite, j'ai eu le droit à un bel épisode Sevenol pour venir compléter la saga des meilleurs météos. Les joies du camping sous la pluie. Donnez-moi la vie que j'aime, laissez le ruisseau couler à mes côtés, donnez-moi le ciel au-dessus de ma tête et la route devant moi, un lit dans la nature et les étoiles à contempler, du pain à tremper dans la rivière. Voilà la vraie vie, voilà pour un homme comme moi, voilà la vie pour toujours. Ça vous parle, hein, ça ? Ouais, complètement. Voilà, c'est l'affirmation de cette vocation d'artiste et d'émancipation. À mesure que j'ai marché sur ce chemin, j'ai découvert la vie de cet auteur de renom, un personnage singulier, humaniste et un libre penseur, qui a su renoncer au confort d'une vie toute tracée pour faire sa propre histoire, en vivant de ses aspirations les plus profondes. Voilà donc une belle source d'inspiration, et je ne peux m'empêcher de me rappeler ma propre histoire à travers l'œuvre de la vie de Stevenson. Car moi aussi, dans mes jeunes années, j'ai décidé de partir, de parcourir mon propre chemin, en réalisant mes aspirations les plus profondes, et en sortant du cadre qui m'était imposé. C'est ainsi que j'ai parcouru le monde, que j'ai trouvé ma place et ma vraie nature. Vivre de nos aspirations avec amour, nous émanciper de nos schémas de pensée, nous libérer émotionnellement, éclairer notre âme en dévoilant nos zones d'ombre. Ne sommes-nous pas là pour ça au final ?